Les pirates ou corsaires barbaresques, terme que j'emploie indifféremment, avaient une longue histoire. Ils étaient ainsi nommés car ils opéraient depuis des bases sur la côte nord-africaine, couvrant aujourd'hui les côtes nord du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye. À l'époque, le principal groupe ethnique était les Berbères, non toujours utilisés dans cette région. Une déformation de ce terme en langue européenne, remplaçant les A par des E, a donné le terme pirate barbaresque. Ce groupe de pillards, vaguement organisé, pouvait retracer son histoire jusqu'au 8e siècle, peu après la conquête de la région et de la péninsule ibérique par les premières vagues d'expansion islamique. Leur champ d'action était vaste. Après la Reconquista, les côtes espagnoles et portugaises, les plus proches, furent les premières cibles, mais les pirates attaquèrent aussi les cités-États italiennes, des îles méditerranéennes, la côte sud de la France, la côte atlantique française et même celle du sud de la Grande-Bretagne, à mesure qu'ils gagnaient en confiance et en nombre. Au XVIe siècle, les différents petits États qui composaient collectivement la côte barbaresque étaient nominalement sous le contrôle de l'Empire ottoman et entre le soutien d'État nominal, les avancées dans la technologie navale et un afflux de nouvelles recrues. Principalement, il faut le dire, grâce à divers pays européens qui expulsaient différents groupes ethniques et religieux, lesquels, sans surprise, avaient alors quelques comptes à régler. La taille et l'ampleur des raids pirates connurent un bond spectaculaire, avec des îles entières et des villes côtières pillées et dépeuplées. Car les pirates barbaresques prenaient l'expression « voler tout ce qui n'est pas cloué » au pied de la lettre, et ils emportaient aussi des pièces de biche pour décrocher ce qui l'était. Comme les humains ne sont généralement pas cloués au sol dans la plupart des sociétés civilisées, de nombreux esclaves, ainsi que leurs biens, étaient capturés. Parfois, ces raids visaient surtout à capturer des esclaves. Cela a provoqué un fort déclin des populations côtières et insulaires dans de nombreuses zones côtières européennes ciblées, au point que beaucoup n'ont jamais retrouvé leur population ou densité d'origine. Les puissances européennes, mécontentes, ont lancé de nombreuses expéditions néerlandaises, anglaises, françaises, espagnoles, italiennes, portugaises et autres pour tenter de réprimer ce problème, car la navigation côtière était aussi menacée. D'une part, ces missions n'étaient généralement pas trop difficiles, car les navires pirates étaient habituellement de petites embarcations rapides, mal adaptées à affronter même une petite escadre de frégates. Leurs principaux atouts, à savoir leur grand nombre et leurs nombreuses équipes d'abordage, étaient assez inefficaces en haute mer face à des navires de guerre au haut bord, hérissés de canons. D'autre part, cependant, chacune de ces expéditions ne se préoccupait généralement que d'empêcher les attaques contre ses propres navires et côtes. Les États barbaresques, souvent basés sur une grande ville portuaire, étaient nombreux. Ainsi, même si une expédition anglaise coopérait avec Tunis et Tripoli, comme en 1675, cela n'aurait pas d'effet sur les attaques venant du Maroc ou d'Alger contre les possessions ou la navigation anglaise. Les deux premiers États restaient libres d'attaquer tout ce qui n'était pas anglais. Assiéger puis occuper toute la côte nord-africaine était considéré comme non viable, même par l'Espagne, la grande puissance la plus proche, et tôt ou tard, même les États pirates qui avaient accepté la paix décidaient que l'attention s'était suffisamment détournée d'eux, ou peut-être que la puissance en question était occupée ailleurs par une guerre plus importante, et ils recommençaient à attaquer tout ce qui se trouvait à leur portée, sans distinction. Ainsi, de nombreux traités établis étaient des traités de tribu. Un paiement cadeau était effectué une fois le traité signé, puis une somme plus modeste était versée chaque année à l'État pirate, sous forme d'argent, de biens ou d'un mélange des deux, afin que les navires de cette nation ne soient pas attaqués. Bien sûr, vous savez, dans le but d'obtenir encore plus d'argent des gens, les États barbaresques utilisaient souvent le moindre prétexte pour dire que le traité avait été rompu et que tout recommençait, et que si vous vouliez à nouveau la paix, eh bien, il fallait payer un autre gros règlement de paix et négocier un prix de tribut légèrement plus élevé. Tout cela n'est cependant qu'un bref résumé d'un sujet que nous pourrions être amenés à revisiter plus en détail à un moment donné dans le futur. Aujourd'hui, le sujet principal concerne le sort des pirates barbaresques durant leurs 50 dernières années.
Pour cela, nous allons en 1783 et à tout un océan de distance comme point de départ, du moins brièvement. La puissance de la Royal Navy en guerre avait depuis un moment dissuadé les corsaires barbaresques d'attaquer les navires britanniques. Mais à la fin de cette année particulière, les États-Unis d'Amérique furent reconnus comme une nation indépendante avec la signature du traité de Paris. Cela signifiait beaucoup de choses, mais pour les besoins de cette vidéo, cela voulait dire que les navires américains battant pavillon étoilé seraient désormais reconnus dans le monde entier comme opérant sous l'égide et la protection du gouvernement américain et du gouvernement américain uniquement. L'année suivante, en 1784, les corsaires marocains aperçurent la goélette Betsy, un petit navire battant ce drapeau. Comme il n'y avait ni traité ni crainte de ce nouveau gouvernement chez les pirates, le navire fut pris d'assaut, saisi et l'équipage retenu contre rançon. Comme nous le verrons plus tard, cela s'avérera en réalité être une introduction relativement douce pour les États-Unis. Lorsqu'il s'agira de traiter avec les pirates barbaresques, d'autres seront bien moins conciliants. Venant tout juste de terminer une guerre avec l'Empire britannique, les États-Unis cherchèrent immédiatement à conclure un traité commercial qui placerait leur flotte marchande sous la même protection de la Royal Navy que celle dont ils avaient auparavant bénéficié. La réponse britannique, après quelques révisions d'une réponse initiale qui, on peut le supposer, consistait en plusieurs pages du mot. Oui, bien sûr, sous plusieurs formes, a été changé en une note qui décrivait la proposition comme n'étant pas dans l'intérêt commercial de la Grande-Bretagne. Eh bien, cela a mis fin à cette idée. La France était plus encline à protéger les navires américains, mais la guerre anglo-française de 1778 à 1783, ruineuse pour ses finances, avait conduit à la perte de nombreux navires au profit des Britanniques. Les conséquences précipitèrent la France vers une révolution imminente, rendant la protection française défaillante. Cela s'est illustré en 1785 lorsque Thomas Jefferson vantait le libre-échange au monde, tandis que les pirates d'Alger y voyaient un libre passage des navires, marchandises et équipages américains sous la menace des armes. Il faut dire que les Britanniques se réjouissaient de cette occasion de prendre une petite revanche et diffusaient largement des rapports sur ces saisies comme étant des sujets de préoccupation pour tout le monde dans la région. Mais bien sûr, il n'y avait rien qu'ils puissent faire, puisque les navires en question arboraient un pavillon indépendant et n'étaient donc pas sous leur protection. Cela eut pour effet d'amplifier la menace perçue contre la navigation américaine, bien au-delà du nombre réel de navires effectivement saisis à ce moment-là, et les taux d'assurance pour tout navire battant pavillon américain tentant d'entrer dans la région méditerranéenne, ou même de s'en approcher, ont été multipliés par 20, paralysant instantanément le commerce américain dans la région, même si les navires n'étaient pas attaqués, car il devenait désormais totalement inabordable et non compétitif d'envisager ne serait-ce qu'un voyage dans cette zone. Cela n'a pas été arrangé par le Congrès qui, dès le début des négociations du traité de Paris, avait commencé à vendre la marine continentale, ancêtre de la marine des États-Unis. Dans les 2 ans après le traité de 1783, soutenu par Jefferson, partisan du libre-échange, le jeune pays n'avait plus les moyens de défendre sa flotte marchande à l'étranger. Étrangement, Jefferson continuerait à adopter des positions mutuellement contradictoires, plaidant à la fois pour la guerre contre les pirates, mais s'opposant totalement à toute mesure proposée qui donnerait aux États-Unis les moyens de mener effectivement cette guerre. Quoi qu'il en soit, le Maroc s'est avéré, comme nous l'avons mentionné plus tôt, être un problème étonnamment facile à résoudre. En réalité, il cherchait un traité avec les États-Unis et la saisie du Betsy était une provocation pour attirer leur attention car des négociations intermittentes étaient en cours depuis presque la déclaration d'indépendance. Ainsi, un traité d'amitié signé en 1786 a largement résolu ce problème, même si quelques pirates indépendants opérant depuis les ports de cet État allaient continuer à être une nuisance mineure de temps à autre. Lorsque la France s'est finalement effondrée dans une révolution totale, puis est sortie de celle-ci pour entamer les guerres napoléoniennes, les pirates barbaresques ont saisi l'occasion de reprendre leurs attaques contre des cibles plus faibles et plus vulnérables, théoriquement sous l'égide de divers États européens.
Mais avec de nombreux navires de guerre de tout pavillon circulant à cause de la guerre, ces longues expéditions devenaient bien plus risquées pour les pirates, surtout avec la multiplication des fortifications côtières, aussi efficaces contre eux que contre de vrais navires de guerre. Cependant, les pirates ont modifié leurs accords de tribu. L'Espagne, la même année où les pirates algériens ont attaqué la navigation américaine, a dû payer un tribut financier, fournir assez de canons et de munitions pour armer une flottille pirate et réapprovisionner leur stock d'armes et de munitions. Il ne faut pas non plus imaginer que tout cela n'était qu'un groupe vaguement organisé de vauriens. Les pirates opéraient efficacement avec de bons financements. En effet, les qualifiés de pirates reflètent davantage leur comportement général. Techniquement, ils étaient soit un bras de l'État, soit potentiellement des corsaires, puisqu'ils travaillaient en réalité pour les dirigeants des villes, et ces dirigeants étaient reconnus comme des entités souveraines. Les attaques de pirates elles-mêmes étaient en grande partie gérées par l'État, et chaque expédition individuelle était souvent annoncée, avec divers habitants locaux achetant des parts, ce qui aidait à payer l'équipage et les provisions. En échange, ils recevaient une part proportionnelle des profits lorsque le ou les navires revenaient, espérons-le avec de beaux navires capturés. À ce stade, les navires étaient souvent soit des navires capturés réaménagés pour le raid, soit des navires construits spécialement et réquisitionnés comme tribut utile. Les plus petits navires d'escorte ressemblaient davantage aux galères d'autrefois, mais les flottes de pirates dans l'ensemble étaient un mélange varié de presque toutes les traditions de construction navale que l'on pouvait trouver à travers les mondes méditerranéens et atlantiques. Pourtant, 1785 semblait offrir de l'espoir aux marins marchands américains, car la France et l'Espagne annonçaient une expédition conjointe contre Alger, principal État barbaresque. Et la Royal Navy, bien qu'elle n'ait pas approuvé l'attaque, envoyait 5 vaisseaux de ligne et 4 frégates pour observer ce qui se passait. Rapidement, les journaux rapportèrent la destruction de la cité pirate et les marchands américains revinrent vers les riches zones commerciales. À leur arrivée, ils découvrirent la Méditerranée en quasi-loi martiale. Les navires marchands naviguaient sous la protection militaire de leurs marines respectives. Sans marine pour les protéger, les navires américains se distinguaient davantage et étaient attaqués avec frénésie par les pirates. En réalité, les Algériens avaient attiré les forces franco-espagnoles au fond du port avant de se retourner contre elles dans les eaux confinées. Au lieu d'une extermination, l'attaque s'acheva sur un traité entre la France, l'Espagne et Alger, enrichissant Alger grâce à un important tribut initial et un accord prévoyant d'autres tribus. En effet, dans l'ensemble, Alger, en tant que chef de file des États barbaresques, allait se révéler un adversaire bien plus coriace que le Maroc, dont le souverain voulait généralement profiter du commerce autant que de la piraterie, tandis que le dirigeant d'Alger se satisfaisait parfaitement des revenus générés par la piraterie et les tributs que d'autres versaient pour l'éviter. Les États-Unis, n'ayant pas de marine pour s'y opposer et n'ayant pas l'argent nécessaire pour négocier la libération des équipages capturés, il est devenu évident qu'ils étaient démunis. Ils ne voyaient aucun problème à s'enrichir aux dépens des marchandises américaines, des navires américains et, bien sûr, une fois l'équipage capturé, des esclaves américains. Tout cela a déclenché une série massive de débats à Washington. Tous s'accordaient sur la nécessité pour le gouvernement américain de lever des fonds, mais divergeaient sur l'utilisation de cet argent. Fallait-il dépenser cet argent pour une marine afin de forcer le gouvernement algérien à négocier, ce qui représenterait un coût initial plus élevé mais des économies à long terme, ou fallait-il simplement payer les pirates, ce qui coûterait moins cher immédiatement mais représenterait une dépense continue assez importante qui pourrait s'étendre indéfiniment? À ce stade, le Congrès n'avait pas non plus la capacité de prélever des impôts permanents dans tous les États, ni le pouvoir d'adopter des lois régulant le commerce, ce qui compliquait encore toute décision ou tout traité qui pourrait être conclu. Parallèlement, les retards faisaient grimper considérablement le prix demandé par les dirigeants d'Alger.
Pour ajouter encore plus de problèmes, diverses puissances européennes étaient en train de négocier leurs propres traités renouvelés avec les corsaires, ce qui leur permettait de relâcher les escortes militaires et isoler encore davantage la marine marchande américaine, la rendant une cible facile, puisque les navires marchands européens étaient désormais, pour la plupart, protégés à la fois par la parole du gouvernement d'Alger et des autres États barbaresques, ainsi que par la présence ponctuelle d'un navire de guerre. Ces tensions ont fortement influencé la rédaction de la Constitution américaine de 1787, qui donnait au Congrès le pouvoir de légiférer et faire des traités sur le commerce, de lever des impôts pour tous les États et d'entretenir une armée nationale incluant une marine de guerre. Le processus de ratification et de négociation a pris du temps et les pirates barbaresques ont poursuivi leurs attaques alors que les années 1780 laissaient place aux années 1790 au moment où les débats constitutionnels agitèrent les États-Unis. La situation a empiré avec les guerres napoléoniennes, rendant les routes maritimes plus dangereuses. En 1791, le dirigeant d'Alger est mort et son successeur a continué d'exiger des cadeaux de toutes les puissances liées par traité pour permettre la poursuite de leurs traités. La plupart des pays européens ont dû envoyer plus d'argent, d'armes et de navires à Alger, sauf le Royaume-Uni, dont la marine a impressionné le nouveau dirigeant, qui a aussitôt renouvelé un traité avec Londres sans exiger de paiement. L'autre exception était la France, qui était simplement en train de guillotiner tout le monde à vue et n'était donc pas en position de faire grand-chose, même si cela signifiait que les navires français furent bientôt ajoutés à la liste des cibles acceptables pour la piraterie. L'afflux de revenus et d'armes a renforcé les pirates, leur permettant de conclure un traité avec le Portugal, qui avait protégé les navires américains contre eux pendant quelques années, et a donc restreint le problème à la Méditerranée. Mais en 1793, la paix ayant été conclue, la marine portugaise n'eut d'autre choix que de se retirer et de regarder 8 navires algériens traverser le détroit de Gibraltar et entrer dans l'Atlantique à la recherche de navires américains. En moins d'un mois, 11 autres navires américains et leurs équipages s'étaient retrouvés, malgré eux, prisonniers sous les canons du port d'Alger. La hausse des pertes de navires marchands entraîna une réaction. En 1794, on autorisa la construction de 6 frégates pour défendre les intérêts américains. Parallèlement, une somme plus importante fut versée aux pirates algériens pour favoriser des opportunités commerciales jugées plus rentables pour un transporteur neutre, alors que l'Europe était en guerre et que les grandes marines saisissaient les navires ennemis, obligeant les marchands restants à naviguer en convois lents et peu maniables. Vers la fin de l'année, un traité fut donc conclu avec Alger prévoyant le paiement de 600 000 $, soit 20% de plus que ce qui avait été voté, pour construire toute nouvelle marine des États-Unis, ainsi qu'un accord supplémentaire pour verser un tribut annuel d'une valeur de 40 000 $, sous forme d'un mélange d'argent, d'armes et d'autres biens matériels. Cependant, il y avait un certain nombre de dépenses supplémentaires, comme des cadeaux et autres, et ceci n'était que le prix de la paix à partir de la date de signature. Afin d'assurer la libération des Américains déjà faits prisonniers, une somme supplémentaire de 200 000 $ fut exigée, et la nature exacte du tribut fut précisée. Il devait principalement prendre la forme de fournitures et de matériel naval qui devraient être fabriqués ou acquis, et cela incluait également la construction d'une frégate de 36 canons, le dirigeant algérien ayant apparemment décidé d'utiliser le traité pour transformer les États-Unis en une sorte de chantier naval à distance afin de soutenir ses activités de piraterie. Cependant, cela n'était pas sans avantage. Bien que les coûts initiaux du traité soient le poste budgétaire principal du gouvernement des États-Unis en 1795, on estimait que, grâce au commerce libre et à la baisse des coûts d'assurance, l'économie américaine récupérerait environ 150% du paiement initial de 600 000 $ par an, un important coup de pouce pour l'économie de l'époque. Même en tenant compte du coût légèrement inférieur du tribut annuel,
Bien sûr, tout cet argent ne reviendrait pas au gouvernement fédéral, mais cela reflétait la capacité globale du pays à accroître sa richesse. Des traités distincts, signés la même année avec l'Espagne et le Royaume-Uni, laissaient présager un avenir prometteur pour le commerce américain, au point que le Congrès suspendit aussitôt les travaux sur la nouvelle marine des États-Unis. Seuls l'United States Ship Constitution et l'United States Ship Constellation devaient être terminés. Pour la plupart, les 3 autres navires resteraient inachevés sur les chantiers faute de financement. L'entreprise a failli échouer, car le Congrès s'est enlisé dans des querelles sur le financement. Il a fallu 18 mois pour que les paiements traversent l'océan, période durant laquelle Alger a précisé que le traité resterait lettre morte sans l'argent. Une goélette, 2 briques et une frégate de 36 canons ont dû être envoyés en urgence pour éviter que les pirates n'annulent l'accord pour non-paiement, menant à une situation ironique. Les chantiers navals américains construisaient alors en nombre plus de navires pour les pirates d'Alger que pour la marine américaine en 1796. Entre la fièvre jaune aux États-Unis et le conflit croissant entre la Grande-Bretagne et la France, il fallut attendre début 1798 pour que navires, matériel, provisions et $1 million arrivent enfin dans la baie d'Alger. Parallèlement à cela, des tentatives ont été faites pour obtenir la paix avec les 2 derniers États barbaresques, Tunis et Tripoli, et dans cette démarche, ils se sont retrouvés avec un allié improbable, Alger lui-même. Des traités d'une valeur totale d'environ $200 000, plus du matériel naval, des présents et une goélette équipée pour Tunis, ont été signés, accompagnés pour chacun d'un accord de tribu annuel modeste, ce qui signifiait désormais, en théorie, que la navigation américaine était à l'abri des exactions de tous les royaumes barbaresques. Une partie de l'argent du tribut revenait même en Amérique, car le dirigeant d'Alger avait commandé 2 autres frégates au chantier naval américain, ce qui avait été autorisé après que certaines inquiétudes aient été exprimées. D'un côté, cela rendrait Alger plus puissant, mais de l'autre, il semblait peu probable qu'il tente de rompre le traité, alors que 2 navires étaient en construction et risquaient d'être saisis, ce qui lui ferait perdre son investissement. À la fin des années 1790, la quasi-guerre avec la France détourna l'attention de la petite marine américaine de la Méditerranée. La flotte marchande américaine, redevenue sans protection, attira l'attention des 3 États barbaresques qui, constatant l'augmentation de la richesse américaine par le nombre de navires présents, utilisèrent divers prétextes, réels ou imaginés, pour reprendre leurs attaques contre la navigation américaine. Bien que cela soit irritant, la marine américaine ne pouvait rien faire immédiatement, car les Français saisissaient les navires américains à un rythme 10 fois supérieur à celui des corsaires barbaresques, et ils constituaient donc la priorité. Contrairement aux pirates lointains, certains navires français capturaient des navires américains, y compris à l'intérieur des ports américains, ce qui explique d'autant plus cette priorité. En conséquence, la construction des 3 frégates restantes de la commande initiale fut relancée, de nouveaux navires de guerre furent commandés et la conversion temporaire de certains navires marchands en navires de guerre fut également entreprise. Cela mettrait fin à la quasi-guerre en faveur de l'Amérique, mais avoir négligé la Méditerranée les avait laissés endettés de $290 000 à cause des arriérés de paiement et de la hausse des demandes de tribut. Alger allant même jusqu'à exiger l'un des nouveaux vaisseaux de ligne de 74 canons que le Congrès avait autorisé pour la marine des États-Unis en lieu et place d'une partie de la dette due. Ces vaisseaux de 74 canons ont été annulés et Alger n'obtiendrait jamais son vaisseau de ligne. Mais néanmoins, alors que le XVIIIe siècle laissait place au XIXe, l'humiliation continuait de s'accumuler. La frégate United States Ship George Washington est arrivée avec des paiements de tribut à Alger cette année-là, puis on lui a ordonné d'embarquer le paiement de tribut qu'Alger devait à son tour au sultan ottoman et de transporter la cargaison d'Alger au sultan ottoman en arborant un drapeau algérien. Le capitaine Bainbridge voulait refuser, mais il n'était qu'un petit navire isolé sous les canons du port et sans aucun soutien à l'horizon, il avait peu d'autres choix.
L'équipage a été contraint d'assister à la scène alors qu'un navire de guerre des États-Unis voyait son pavillon abaissé par des pirates et remplacé, avant d'être envoyé en mission pour une puissance étrangère. Tripoli a expulsé le consul américain après le refus d'augmenter le tribut et menacé de reprendre la piraterie si ses exigences n'étaient pas satisfaites. Finalement, ils déclarèrent la guerre et, en 1801, le commerce américain, qui s'était considérablement développé en Méditerranée, fut de nouveau menacé. Jefferson, qui venait tout juste d'être élu président à ce moment-là, se retrouvait maintenant dans la position étrange d'envoyer une marine dont il avait farouchement combattu la création pour mener la guerre qu'il avait passé des années à réclamer. 3 frégates et une goélette furent envoyées, mais aucun navire plus petit à faible tirant d'eau capable d'opérer à l'intérieur d'un port ne fut dépêché, en partie pour des raisons d'économie. Ils naviguaient aussi avec des règles d'engagement très strictes. Ils étaient autorisés à défendre les navires américains, mais ils n'étaient pas autorisés à entreprendre la moindre action offensive, quelle qu'elle soit. Les navires United States Ship Président, Philadelphie, Essex et Enterprise arrivèrent à l'été 1801 et l'United States Ship Enterprise captura vite un corsaire tripolitain. Faute d'autorisation pour prendre des prises, ils durent relâcher le navire et l'équipage survivant après avoir jeté tous les canons à la mer. Cela entraîna les habituelles querelles politiques, mais en 1802, la marine américaine fut enfin autorisée à agir pleinement comme navire de guerre, imposant rapidement un blocus sur Tripoli. Faute de navires à faible tirant d'eau, les pirates utilisaient leurs embarcations légères pour ravitailler et attaquer les navires marchands américains, naviguant sur des hauts fonds inaccessibles aux navires de guerre américains conçus pour l'océan. 5 nouveaux navires arrivèrent pour remplacer la force initiale, mais le manque de progrès encouragea d'autres États pirates. Tunis et Alger intensifièrent menaces et exigences, tandis que le Maroc, jusqu'alors amical, entra en hostilité car les États-Unis refusaient de laisser ses navires céréaliers commercer avec Tripoli sous blocus. À l'automne, le blocus échoua et fut remplacé par une mesure défensive. Des navires de guerre escortaient désormais les convois marchands américains dans les eaux contestées. À mesure que la guerre durait et que les coûts montaient, l'escadre américaine fut réduite pour l'hiver. Les États-Unis réfléchissaient à la meilleure façon de se regrouper et au printemps 1803, 3 autres navires, ainsi qu'un nouveau commandant, Édouard Preble, furent envoyés avec la promesse de finalement mettre en service et dépêcher les navires d'attaque à faible tirant d'eau qui seraient nécessaires pour fermer complètement le blocus. Malheureusement, en attendant leur arrivée, un incident assez célèbre s'est produit. Le capitaine Bainbridge, commandant l'United States Ship Philadelphia, voulut poursuivre un navire pirate, mais échoua son propre bateau sur les hauts fonds. Rapidement, des embarcations de Tripoli submergèrent la frégate, qui dut se rendre. La Philadelphia fut remorquée au port où les travaux débutèrent pour la transformer en puissant navire pirate. Cependant, avec l'aide d'une lettre codée de Bainbridge, qui était emprisonné dans le port même, Preble ordonna au lieutenant Decatur, commandant le United States Ship Enterprise, de détruire la Philadelphia plutôt que de la laisser aux mains de l'ennemi. Pour atteindre cet objectif, l'Enterprise captura un petit navire tripolitain, le rebaptisa Intrepid et le chargea de matériaux combustibles. Après quelques exercices d'abordage d'une frégate américaine effectués loin du port ennemi, l'Intrépide s'infiltra sous le couvert de la nuit, fit semblant d'être un navire local, puis aborda la Philadelphia et y mit le feu. Sous le feu de certains défenseurs, l'Intrépide reçut un dernier coup de main de la Philadelphia lorsque les soutes de cette dernière explosèrent, créant une diversion suffisante pour permettre aux plus petits navires de s'échapper en toute sécurité. L'année 1804 vit enfin l'arrivée imminente des navires d'attaque à faible tirant d'eau que les commandants américains réclamaient depuis au moins 18 mois, et une série d'assauts américains fut alors lancée pour affaiblir la flotte et les défenses de Tripoli, mais non sans coup. L'Intrépide fut envoyé à nouveau, cette fois comme brûlot chargé de plusieurs milliers de livres d'explosifs destinés à être déclenchés contre les murs du château du souverain, mais elle fut interceptée à quelques centaines de mètres de la cible et l'équipage choisit de faire exploser la charge plutôt que d'être capturé.
Cette série d'assauts fut accompagnée d'un accord avec Ahmet, le frère du souverain de Tripoli nommé Youssouf, pour lancer une offensive conjointe terrestre et maritime visant à renverser le souverain en place. En échange, Ahmet promit un traité bien plus clément. Cette campagne commença par la prise du petit port de Derna lors d'une opération menée avec les hommes de Ahmet, en coordination avec les navires Argus, Hornet, Nautilus et leur contingent de Marines. Mais il s'avéra que c'était tout ce qu'ils pouvaient accomplir pour le moment. Les forces américaines près de Tripoli parvinrent à conclure un traité avec Youssouf, obligeant Ahmet à quitter à nouveau le royaume, malgré la promesse de récupération de sa famille, prise en otage par son frère des années plus tôt. Cependant, comme Tripoli était à la fois un pays et une ville, l'assaut sur Derna eut tout de même un effet durable. La bataille est à l'origine de la phrase « jusqu'au rivage de Tripoli » dans l'hymne des Marines américains, puisque les forces des Marines ont évidemment participé à l'assaut. Ce traité était bien plus avantageux pour les États-Unis que l'ancien. Aucun autre tribut ne devait être exigé, bien que 60 000 $ aient été nécessaires pour récupérer l'équipage du Philadelphia, et toute l'affaire est immédiatement devenue un sujet de querelle politique au pays, tandis que l'accélération des guerres napoléoniennes éclipsait la plupart des nouvelles navales en Méditerranée. En particulier, les deux principales parties concernées, le Royaume-Uni et la France, ont refusé de reconnaître toute idée de droits commerciaux neutres pour la marine marchande américaine, ce qui, avec la conquête de la majeure partie de l'Europe par Napoléon, signifiait soudainement que la plupart des ports de la Méditerranée étaient fermés aux navires marchands américains. Le blocus britannique de l'Europe a également réduit la quantité de navigation généralement disponible, ce qui a donc diminué les revenus de divers États barbaresques, et au cours des années suivantes, cela les a poussés à chercher des moyens de cibler les navires encore actifs, que ce soit ou non avec un traité préexistant en place avec cette nation en particulier. C'est en fait dans ce contexte que l'affaire du Léopard a eu lieu. Le United States Ship Chesapeake était en route pour s'assurer que les corsaires respectaient bien les différents traités établis avec eux lorsqu'il a refusé de livrer des déserteurs d'un navire britannique qui s'était réengagé dans la marine des États-Unis, au motif que certains d'entre eux étaient peut-être de façon douteuse ou réelle des citoyens américains. Bien que les détails précis de cet échange concernent surtout la guerre de 1812, il s'acheva avec le Léopard tirant sur le Chesapeake, l'endommageant et forçant la remise des déserteurs, puis le retour du navire au port pour réparation. Son incapacité à arriver et à prendre position de patrouille en Méditerranée n'a fait qu'encourager les différents États barbaresques alors que les navires marchands américains passaient au large de leurs côtes, et dès 1807, cela avait de nouveau dégénéré en attaque ouverte car les tensions croissantes avec les Britanniques avaient entraîné le rappel de tous les navires américains restants en Méditerranée, et bientôt les États pirates se mirent à exiger un tribut pour éviter de nouvelles captures. Cela signifiait que les États-Unis devaient à nouveau verser de petites sommes de tribut, car il y avait bien peu d'autres options, surtout une fois que les États-Unis se sont retrouvés à combattre la guerre de 1812 et avaient besoin de chaque navire simplement pour tenter de défendre leur propre littoral. Le seul point positif, si l'on peut l'appeler ainsi, était que l'Embargo Act de 1807 et les lois qui ont suivi faisaient que la plupart des navires marchands américains étaient de toute façon bloqués chez eux, donc il n'y avait pas tant de navigation à protéger dans tous les cas. Lorsque la guerre de 1812 a éclaté, il était clair pour les États barbaresques que les États-Unis ne pourraient rien faire pour les stopper. Alger a donc vite attaqué les navires marchands américains qu'elle trouvait. Avec le traité de Gand en 1814 mettant fin à la guerre, l'attention put de nouveau se tourner vers les États pirates après leurs années de pillage. Comme il était reconnu que la reprise du commerce était vitale pour aider à reconstruire l'économie américaine dévastée, à peine 3 mois après la fin de la guerre avec les Britanniques, la guerre contre Alger fut déclarée et 10 navires partirent rapidement, suivis de plusieurs autres peu après, portant le total à 17, y compris un certain nombre de puissantes frégates construites pendant la guerre de 1812. L'escadre entra dans le détroit de Gibraltar, captura 2 navires de guerre algériens et se dirigea vers la capitale.
En entrant dans la baie et en découvrant l'État plongé dans le chaos à la suite d'une série d'assassinats et de remplacements dignes de la Rome antique au plus haut niveau, la flotte américaine parvint à imposer un traité principalement à ses conditions, qui incluait la fin du paiement de toute tribu. Une fois cela accompli, la flotte poursuivit sa route et obtint de la même manière un accord des puissances dirigeant à Tunis, puis se rendit enfin à Tripoli, où elle réussit également à obtenir la libération de tous les prisonniers et esclaves étrangers. Même si la campagne de Waterloo a éclipsé ses succès dans la presse, ils ont assez marqué les esprits pour modifier l'attitude des puissances européennes envers les États barbaresques, poussant de moins en moins d'États à renouveler le paiement du tribut à l'expiration des traités. L'évolution de l'opinion sur l'esclavage joua aussi un rôle, car l'État pirate pratiquait encore l'esclavage et les razzias. Après les guerres napoléoniennes, les Britanniques, maîtres des mers, et d'autres Européens, combinés à l'arrêt des tribus, commencèrent à appauvrir les riches États d'Afrique du Nord. En effet, l'habitude des États barbaresques de rompre les traités pour tenter d'obtenir des conditions plus avantageuses pour eux-mêmes entraînait de plus en plus souvent l'arrivée d'escadrons de navires de guerre venus imposer les termes originaux par la force, voire obtenir de meilleures conditions pour l'État européen concerné. En 1816, une flotte britannique et néerlandaise entra dans la baie d'Alger. Lorsqu'un artilleur barbaresque ouvrit le feu, le Queen Charlotte, navire amiral de première classe commandé par Edward Pellew, riposta avec toute sa puissance, soutenu par la flotte avec canons, bombes et roquettes. Toute la flotte algérienne, à l'exception de 2 navires, fut coulée. La Queen Charlotte elle-même a détruit plus de 2 douzaines de petits navires ennemis qui avaient tenté de l'aborder en masse, et presque toutes les défenses furent violemment démolies, tandis que des parties de la ville furent incendiées. Cela fut suffisant pour forcer le souverain d'Alger à accepter les conditions britanniques et la menace qu'il représentait s'estompa pendant un certain temps, mais la ville fut finalement reconstruite et tout recommença. En 1824, Alger fut de nouveau bombardée par une escadre britannique, puis, après avoir trop abusé, la région fut envahie et prise par les Français en 1830, coupant définitivement à cet État l'accès à la mer. Des attaques britanniques et françaises contre Tunis et Tripoli entraînèrent la première vers un commerce plus commercial dans les années 1820-1830, tandis que la seconde fut annexée par les Ottomans dans la seconde moitié des années 1830, mettant ainsi fin à la menace de ces 2 États. Les derniers résistants furent les Marocains, ou plus précisément le groupe connu sous le nom de Pirates du Rif, qui était quelque peu sorti du contrôle du sultan du Maroc lui-même. Et les années 1830 et 1840 avaient vu se développer un schéma quelque peu familier, dans lequel un navire marchand était capturé, un navire de guerre venait à son secours, si possible, les pirates fuyaient à l'intérieur des terres, une pauvre ville ou un port sur la côte était bombardé, le navire marchand et son équipage, s'ils étaient encore en vie, étaient récupérés, et tout le processus recommençait un peu plus tard. En 1848, les actions de ce bastion de la piraterie atteignirent un tournant et l'amiral Sir Charles Napier débarqua sur la côte marocaine avec une petite flotte. Alors qu'un navire britannique et quelques captifs furent secourus, les pirates disparurent une fois de plus dans le paysage, et malgré le ratissage de la côte, on ne trouva que peu de cibles dignes d'être attaquées. On reprit une routine semestrielle. Un navire de guerre arrivait secourir les survivants d'une attaque de pirates, tirait sur quelques pirates, puis repartait avec ce qu'il pouvait récupérer. Mais chaque sauvetage coûtait de plus en plus cher aux pirates. Un navire à voile équipé de canons à boulets pleins pouvait infliger des dégâts et faire quelques victimes, mais au fil du temps, les navires de la Royal Navy devinrent progressivement à vapeur, ce qui leur permettait de s'approcher beaucoup plus rapidement de la côte. De plus, les canons eux-mêmes devenaient de plus en plus gros, utilisant des obus explosifs et à mitraille, bien plus capables de faucher un grand nombre de pirates exposés. Ainsi, chaque affrontement coûtait de plus en plus de vies aux pirates. Cependant, les eaux au large de la côte nord-ouest de l'Afrique restèrent dangereuses jusqu'en 1859 quand l'Espagne prit cette partie lors de sa guerre avec le Maroc.
Bien que la région soit restée rebelle jusque bien dans le XXe siècle, cela marqua globalement la chute du dernier bastion de ce qui avait été un réseau de royaumes pirates vieux de 1000 ans, s'étendant de l'Atlantique jusqu'à mi-chemin de l'Égypte, et les pirates barbaresques passèrent à l'histoire, du moins pour la plupart. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous avez un commentaire ou une suggestion de navire, dites-le nous dans les commentaires. Commentez la publication épinglée pour toute question de cale sèche.